Le sang sur le carrelage est glissant, bien plus glissant que ce que les films vous montrent. Pour Sophia Bennett, 24 ans, l'odeur du cuivre et de l'antiseptique n'était qu'un mardi soir comme les autres aux urgences, jusqu'à ce que les doubles portes s'ouvrent brusquement. Un homme a été amené sur un brancard, à moitié mort, criblé de blessures par balles qu'aucun voyou de rue n'aurait pu lui infliger. C'était un Navy SEAL, un fantôme dans le système, et il détenait des secrets que des hommes puissants étaient prêts à tuer pour garder enfouis. Sophia pensait que le plus difficile était de lui sauver la vie. Elle se trompait, car 10 minutes après avoir déposé 3 balles extraites dans un plateau métallique, un agent en costume lui a barré le chemin et lui a posé la question qui allait faire d'elle une cible. La pluie tombait sans relâche sur Norfolk, en Virginie, cette nuit-là. Elle martelait le toit du centre médical Saint-Jude comme des poignées de gravier, un rythme chaotique qui correspondait à l'énergie frénétique qui régnait dans la salle des urgences. Sophia Bennett ajusta sa queue de cheval, dont l'élastique était si serré qu'il lui donnait mal à la tête, et vérifia l'heure sur l'horloge murale, 2h14 du matin. Elle avait quitté l'école d'infirmière 6 mois auparavant et portait encore cette odeur de blouse neuve, comme aimaient à le dire en plaisantant les infirmières chevronnées. Elle n'avait pas encore développé ce regard perçant que les membres du personnel senior, comme le Dr. Holloway, arboraient comme un badge d'honneur. Pour Sophia, chaque sirène était encore une montée d'adrénaline. Chaque patient était une énigme à résoudre. Nuit calme, marmonna Greg, l'infirmier chargé des admissions, en faisant défiler son téléphone à la réception. Ne prononce pas le mot Q, l'avertit Sophia en s'appuyant contre le comptoir et en sirotant son café tiède. Tu sais que cela attire les démons. Comme pour répondre à Q, la radio posée sur le bureau se mit à grésiller. La voix du répartiteur était déformée, haletante. Traumatisme entrant. Arrivée prévue dans 2 minutes. Homme âgé d'environ 35 ans. Plusieurs blessures par balle. La tension artérielle chute rapidement. 80/50, il ne réagit pas. Des blessures par balle. Greg soupira et glissa son téléphone dans sa poche. Encore une violence entre gangs. Le répartiteur ne l'avait pas précisé. Sophia prit la parole, déjà en mouvement. Sa formation prit le dessus sur sa fatigue. La salle de traumatologie 4 est ouverte. Je vais préparer les fluides. Les 2 minutes suivantes furent consacrées à des préparatifs frénétiques. Sophia prépara des poches de solution saline et de sang au négatif, disposa les ciseaux de traumatologie et enfila des gants neufs. Les portes automatiques s'ouvrirent dans un sifflement, laissant entrer une rafale de vent et de pluie, suivie de 2 ambulancières poussant une civière à toute vitesse. « Qu'avons-nous là » aboya le Dr. Holloway en entrant dans la pièce à grands pas. C'était un homme petit et nerveux qui buvait trop d'expresso et avait les mains fermes comme le roc. John Doe, l'ambulancier en chef, cria pour couvrir le bruit des roues du brancard. On l'a trouvé près des docks, sans papier, sans portefeuille, juste 3 trous dans la poitrine et l'abdomen. Sophia attrapa le côté du brancard pour aider à le diriger vers la baie. Alors qu'il transférait l'homme sur le lit d'hôpital, sa main effleura son bras. Il était dur comme de la pierre, ses muscles denses comme du fer. Ce n'était pas un junkie ou un enfant des rues mal nourri. Même sous la crasse et le sang, l'homme était bâti comme un tank. « À 3, ordonna Holloway. 1, 2, 3. Ils le soulevèrent. L'homme gémit, un son grave et guttural qui vibra dans sa poitrine. « Enlevons-lui ses vêtements, » dit Sophia en attrapant les ciseaux à traumatisme. Elle commença à couper le tissu épais de sa veste. Ce n'était ni du denim ni du cuir. C'était un équipement haut de gamme Ripstop. En dessous, il portait une chemise tactique noire trempée de sang. Alors qu'elle coupait la chemise, révélant les blessures, la pièce devint momentanément silencieuse. Il y avait 3 blessures d'entrée, 2 dans la partie supérieure de la poitrine, 1 dans la partie inférieure gauche de l'abdomen. Mais ce n'étaient pas les déchirures irrégulières et désordonnées d'une fusillade au volant. Elles étaient précises, très rapprochées. « Regarde l'espacement », marmonna Holloway en enfilant ses propres gants. C'est un double tir à la poitrine, un dans le ventre. Quelqu'un voulait la mort de ce type de manière professionnelle. Sophia travailla rapidement, appliquant des compresses sur les blessures. « Docteur, regardez son épaule gauche. Là, caché par la boue et le sang, se trouvait un tatouage. C'était un trident saisi par un aigle tenant un pistolet. « Un sceau, murmura Greg depuis l'embrasure de la porte. C'est le trident des Navy SEALs. L'expression du Dr. Holloway s'assombrit.
Nous le traitons comme n'importe qui d'autre. Sophia, posez une perfusion. Greg, appelez la banque de sang. Nous allons avoir besoin d'un protocole de transfusion massive. Peu importe qui il est. Pour l'instant, il se vide de son sang. Sophia chercha une veine dans le creux du coude de l'homme. Sa peau était pâle, moite à cause du choc. Alors qu'elle glissait l'aiguille et fixait le sparadrap, elle remarqua autre chose. Ses mains. Elles étaient calleuses, couvertes de cicatrices, les jointures abîmées. Mais à l'intérieur de son poignet, une série de chiffres était écrite au marqueur noir indélébile. 449XC. Cela semblait d'avoir été écrit récemment. Sa tension est de 70/40, annonça Sophia en regardant le moniteur. Il est en train de s'effondrer. Nous devons retirer ces balles et arrêter l'hémorragie interne, dit Holloway en saisissant un scalpel. Nous n'avons pas le temps d'aller chercher le sang à l'étage. Nous allons pratiquer une thoracotomie ici même. Sophia, aspiration. L'heure qui suivit fut un véritable cours magistral sur le chaos contrôlé. La pièce empestait la chair cautérisée et le fer. Sophia agissait instinctivement, passant les instruments, aspirant le sang et surveillant les signes vitaux. Il menait une guerre contre la gravité et la perte de sang dans les limites d'une pièce de 9 mètres carrés. Holloway travaillait avec une détermination sinistre. « Vous en avez un ?» grogna-t-il en utilisant des forceps pour extraire une balle déformée du muscle pectoral de l'homme. Il la laissa tomber dans le bac métallique que Sophia lui tendait. « Clink !» « Et 2, dit Holloway quelques instants plus tard. Clink, la troisième était plus profonde, logée près de la rate. Cela prit plus de temps. Le moniteur émit un signal d'alarme lorsque le rythme cardiaque du patient s'accéléra, puis faiblit. « Allez, soldat, murmura Sophia, les yeux rivés sur le visage de l'homme. Il avait une mâchoire forte, une barbe naissante sombre et une cicatrice qui traversait son sourcil gauche. « Restez avec nous. »« Je l'ai, » expira Holloway en retirant la troisième balle. Elle heurta le plateau métallique avec un bruit sourd. Sophia jeta un coup d'œil au plateau. Les 3 balles gisaient dans une mer de sang. Elle n'était pas experte en balistique, mais elle avait vu suffisamment de victimes de coups de feu à Norfolk. Celles-ci ne ressemblaient pas à des balles 9 mm standard. Elles étaient plus longues, plus lourdes et avaient une étrange pointe argentée. « Stabilisez-le !» ordonna Holloway en reculant et en retirant sa blouse ensanglantée. « Sophia, nettoyez-le. Je dois aller documenter ça. S'il est militaire, nous devons prévenir la base. » « Oui, docteur. » La pièce se vida, laissant Sophia seule avec le soldat inconscient et le bip rythmique du moniteur. La tempête dehors semblait s'être calmée. Ou peut-être que l'adrénaline dans ses oreilles s'estompait. Elle commença à nettoyer le sang sur sa peau, essuyant sa poitrine et ses bras avec de l'eau chaude savonneuse tout en lavant l'encre sur son poignet. Les chiffres 449XC ne partaient pas. Ils étaient écrits au marqueur industriel. Soudain, la main de l'homme se tendit brusquement. Sophia sursauta et recula. Ses doigts se refermèrent sur son poignet avec une poigne écrasante. Il ouvrit grand les yeux. Ils étaient d'un bleu glacial intense, injectés de sang et remplis de panique. « Doucement, » dit Sophia, la voix tremblante mais professionnelle. « Vous êtes à l'hôpital. Vous êtes en sécurité. Je suis infirmière. » L'homme tenta de s'asseoir, mais la douleur le fit retomber. Il toussa, émettant un son humide et sifflant. Il tira Sophia vers lui, sans relâcher son étreinte. « La route, » murmura-t-il d'une voix rauque, semblable à du gravier. « Monsieur, vous avez été blessé par balle, » dit Sophia en essayant de lui dégager doucement les doigts. « Vous devez vous reposer. »« Écoutez-moi, » siffla-t-il, les yeux rivés sur les siens avec une intensité terrifiante. « Ne les laissez pas faire, prenez-le. »« Prendre quoi ?» Il tâtonna à la taille, près de la ceinture de son pantalon tactique imbibé de sang. Sophia baissa les yeux. Là, caché dans une petite poche cousue à l'intérieur de la ceinture qu'elle n'avait pas remarqué lors de la première incision, se trouvait un petit objet noir. Il ressemblait à une clé USB, mais en plus petit et plus épais. « Cache-le » allaita-t-il. Ses yeux se révulsèrent pendant une seconde, puis se concentrèrent à nouveau. « Ils arrivent. »« Qui arrive ?»« La police. »« Non, » gémit-il. « Pas la police. La chimère. » Avant que Sophia n'ait pu demander ce qu'était une chimère, la main de l'homme devint molle. Il retomba contre les oreillers, à nouveau inconscient. Le moniteur restait stable. Il était inconscient, mais stable. Sophia resta là, le cœur battant à toute rompre. Elle tenait dans sa main la petite clé noire. Elle était chaude,
réchauffée par la température corporelle de l'homme. Cache-la. Cela allait à l'encontre de tous les protocoles qu'elle connaissait. C'était la propriété du patient. Elle aurait dû être mise dans un sac et étiquetée avec ses vêtements. Mais la peur dans ses yeux était primitive. C'était le regard d'un homme qui savait que la mort franchissait la porte. Elle regarda le plateau de balles, puis la clé USB. Sur un coup de tête, une décision prise en une fraction de seconde qu'elle remettrait en question pour le reste de sa vie, Sophia glissa la clé USB dans la poche de sa blouse. Au moment même où elle le faisait, les doubles portes de la salle de traumatologie des urgences s'ouvrirent à nouveau. Ce n'était pas la police. Deux hommes vêtus de costumes sombres parfaitement coupés entrèrent. Ils n'avaient pas l'air d'avoir été pris dans une tempête. Ils étaient impeccablement secs. Ils se déplaçaient avec une grâce silencieuse et prédatrice. L'homme de devant était grand, avec des cheveux grisonnants et un visage qui semblait avoir été sculpté dans le granit. Il ne regarda pas le patient. Il regarda Sophia droit dans les yeux. « Infirmière », dit-il. Sa voix était douce, cultivée et totalement froide. « Éloignez-vous du patient. » Sophia se figea, son instinct protecteur envers son patient prenant le dessus sur sa peur. Elle se déplaça légèrement, se plaçant entre le phoque inconscient et les inconnus. « C'est une zone réservée, » dit Sophia, prenant sa voix de chef infirmière, bien qu'elle en fût loin. « Vous ne pouvez pas rester ici. Qui êtes-vous? » Le chef s'arrêta à 1 mètre d'elle. De près, ses yeux étaient d'un brun terne et sans vie. Il plongea la main dans la poche de sa veste. Pendant une seconde terrifiante, Sophia crut qu'il cherchait une arme. Au lieu de cela, il sortit un portefeuille en cuir et l'ouvrit. Un badge doré brillait sous les lumières fluorescentes. « Federal Bureau of Investigation. »« Agent Miller », dit l'homme. Il fit signe à son partenaire, un homme plus jeune et plus trapu, aux cheveux rasés. « Voici l'agent Wolf. Nous prenons en charge ce patient. »« En charge ?» demanda Sophia en fronçant les sourcils. « Il est dans un état critique. Il vient de subir une thoracotomie. Il ne peut pas être déplacé. »« Nous ne le déplaçons pas pour l'instant, » dit Miller en refermant son badge. « Mais nous sécurisons la chambre. Personne ne peut entrer ou sortir sans notre autorisation, y compris vos médecins. »« Je dois vérifier ses signes vitaux, » insista Sophia. « Et le docteur Holloway doit... » « Le docteur Holloway a été informé, » l'interrompit Miller. « Cet homme est un infirmier en fuite. » Il jeta un coup d'œil à son badge d'identification. « Infirmier Bennett, il représente une menace pour la sécurité nationale. » Sophia regarda à nouveau l'homme allongé dans le lit. Le commandant Jack Reynolds, si tel était son nom, semblait aussi menaçant qu'une poupée cassée à ce moment-là. « Il est inconscient, » dit Sophia. « Il ne représente une menace pour personne. » Miller s'approcha, envahissant son espace personnel. Il sentait l'eau de Cologne coûteuse et le tabac froid. « Vous n'avez aucune idée de ce dont cet homme est capable. Maintenant, écartez-vous. » Sophia hésita, puis recula. Elle pouvait sentir le poids de la clé USB dans sa poche. Elle avait l'impression qu'elle brûlait le tissu. « Cache-la, » avait dit le phoque. « Ils arrivent. » Était-ce le jour où il l'avait mise en garde contre le FBI? S'il était un fugitif, le FBI ne serait-il pas du côté des gentils? Mais la peur du phoque semblait sincère, et Miller avait quelque chose d'étrange. Il ne regardait pas le patient avec inquiétude, ni même avec une curiosité professionnelle. Il regardait la pièce, la scrutant. Son regard s'arrêta sur le plateau métallique. « Les 3 balles. Ce sont les balles que vous avez extraites? » demanda Miller en s'approchant du plateau. « Oui, » répondit Sophia. Miller fixa les balles pendant un long moment. Il ne les toucha pas. Il se contenta de les fixer. Puis, il regarda Wolf. « Mettez-les dans un sac. Ce sont des preuves. » Wolf sortit de sa poche un sac en plastique pour les preuves et une paire de gants en latex. Il s'affaira avec efficacité, ramassant les balles ensanglantées pour les mettre dans le sac. « Attendez, » dit Sophia. « Le service de pathologie doit les enregistrer. » Protocole de l'hôpital. Miller se tourna vers elle, un sourire condescendant aux lèvres. « La juridiction fédérale prime sur le protocole de l'hôpital, infirmière Bennett. Il s'agit d'une question de sécurité nationale. Ces balles sont classifiées. » Des balles classifiées? Sophia réfléchit rapidement. Quel genre de balles étaient classifiées? Je dois finir de remplir le dossier, dit Sophia, la voix légèrement tremblante. Je dois enregistrer la procédure.
Allez-y, dit Miller, mais ne quittez pas l'étage. Nous pourrions avoir des questions. Sophia sortit de la salle de traumatologie, les jambes flageolantes. Elle se rendit au poste des infirmières. Greg était parti, probablement s'occuper d'un autre patient. Le couloir était plus calme maintenant. Elle s'assit devant l'ordinateur, mais ne tapa rien. Elle regarda la salle de traumatologie 4 dans le reflet du moniteur en verre. À l'intérieur, elle vit l'agent Wolf vérifier sous le lit d'hôpital. Puis il vérifia la pile de vêtements, l'équipement tactique que Sophia avait découpé. Il fouilla toutes les poches. Il palpa la veste. Il vérifia les bottes. Il se tourna vers Miller et secoua la tête. Miller dit quelque chose, le visage crispé par la colère. Il désigna le patient. Wolf se dirigea vers le lit et commença à palper le seal inconscient. Il vérifia sous les oreillers. Il vérifia le matelas. Il ne sécurisait pas le patient. Il cherchait quelque chose. La clé USB. La main de Sophia se porta à sa poche. Elle serra le petit appareil en plastique. La panique commença à monter dans sa gorge, froide et aiguë. S'il la trouvait sur elle, elle devait la cacher. Elle ne pouvait pas la garder sur elle. S'il la fouillait, elle était fichue. Elle regarda autour d'elle. La salle de pause était au bout du couloir. Les casiers? Non. Trop évident. Les toilettes? Non. Il pourrait y regarder. Son regard se posa sur le conteneur pour objet tranchant fixé au mur près du chariot médical. Non. Trop dangereux à récupérer. Puis elle le vit. Le pot de fleurs dans le coin de la salle d'attente, un faux ficus qui était là depuis 1990. La terre était recouverte de mousse décorative poussiéreuse. Sophia se leva, saisissant un bloc-notes pour avoir l'air occupé. Elle se dirigea vers la salle d'attente, essayant de marcher d'un pas décontracté. Elle passa devant la porte ouverte de la salle de traumatologie. Miller l'observait. Elle sentait son regard dans son dos. « Infirmière Bennett », appela Miller. Sophia se figea. Elle se retourna lentement. « Oui, agent. » Miller se tenait dans l'embrasure de la porte. Il avait retiré sa veste, révélant un étui d'épaule. « Un instant, s'il vous plaît. » Il lui fit signe de revenir. Sophia déglutit péniblement. Elle revint vers lui, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Oui. » « Quand vous avez préparé le patient, dit Miller, sa voix baissant à un volume conversationnel qui était en quelque sorte plus terrifiant qu'un cri. Vous a-t-il dit quelque chose? Il était inconscient, mentit Sophia. Cela lui vint plus facilement qu'elle ne l'aurait cru avant qu'il ne perde connaissance, ou peut-être à son arrivée. A-t-il repris conscience à un moment donné? Sophia repensa à ses yeux bleus, à la poigne désespérée qui lui serrait le poignet. « Cachez-le. » « Non, répondit Sophia. Il est resté inconscient depuis son arrivée. GCS de 3. Miller la fixa du regard. Il avait les yeux d'un requin, mort, immobile. Il étudiait son visage à la recherche d'une micro-expression, d'un tic, d'un signe de tromperie. « C'est étrange, dit Miller doucement, parce que les ambulanciers ont dit qu'il était semi-conscient dans l'ambulance, qu'il marmonnait. Il a dû s'effondrer avant d'arriver aux urgences, dit Sophia, en gardant un visage neutre. Nous avons dû l'intuber presque immédiatement. Miller la fixa du regard pendant encore 5 secondes. Cela lui sembla durer 5 ans. Finalement, il hocha la tête. « Très bien. S'il se réveille, appelez-moi immédiatement. Ne lui parlez pas. Ne laissez personne lui parler. »« C'est clair, Crystal ?» dit Sophia. « Bien. » Miller se retourna vers la salle. Sophia se retourna et s'éloigna. Elle avait besoin d'aller aux toilettes. Elle avait besoin de vomir. Elle tourna au coin, hors de vue de la salle de traumatologie 4. Elle se réfugia dans les toilettes du personnel et verrouilla la porte. Elle s'appuya contre le lavabo, respirant bruyamment. Elle s'aspergea le visage d'eau froide. Elle se regarda dans le miroir. « Dans quoi t'es-tu embarquée, Sophia? » Elle fouilla dans sa poche et en sortit la clé USB. C'était une clé USB noir mat, mais un symbole était gravé sur le boîtier. Un petit chameras argenté, un lion avec une tête de chèvre et un serpent en guise de queue. Elle ne pouvait pas le garder. Elle devait le donner à quelqu'un. Mais à qui? Holloway? La police? Si Miller était du FBI, il faisait partie de la police. Soudain, des coups violents frappés à la porte des toilettes la firent sursauter. « Infirmière Bennett », c'était la voix de Miller. « Ouvrez ». Le cœur de Sophia s'arrêta de battre. L'avait-il vu, savait-il? Juste une seconde, dit-elle d'une voix cassée. Elle regarda frénétiquement autour d'elle.
Il n'y avait nulle part où le cacher. Dans les toilettes? Non. Il pourrait flotter ou boucher la poubelle. C'était le premier endroit où il chercherait. Elle leva les yeux, le faux plafond. L'un des carreaux était légèrement de travers. Elle grimpa sur le siège des toilettes. Elle était assez grande pour l'atteindre. Elle poussa le carreau vers le haut. Il faisait sombre et poussiéreux là-haut. Elle enfonça le disque aussi loin qu'elle le pouvait sur le rail métallique, puis remit le carreau en place. Elle sauta à terre, tira la chasse d'eau pour faire du bruit et lissa sa blouse. Elle déverrouilla la porte. Miller se tenait là, occupant tout le cadre. Il regarda derrière elle dans la petite salle de bain. « Tu as mis du temps, dit-il. »« L'appel de la nature, répondit Sophia, essayant d'être désinvolte. Miller ne sourit pas. Il entra dans la salle de bain, forçant Sophia à reculer dans le couloir. Il regarda dans la poubelle. Il souleva le couvercle du réservoir des toilettes. Il se retourna vers elle. « Nous devons vous poser une dernière question, Sophia. » Il utilisa son prénom. Ce n'était pas amical. « Qu'y a-t-il » demanda Sophia. Miller sortit de la salle de bain, réduisant la distance entre eux jusqu'à ce qu'elle soit dos au mur. « Le patient, dit Miller, il avait une poche à l'intérieur de sa ceinture. Elle était vide, mais les coutures étaient tendues. Il se pencha vers elle, son visage à quelques centimètres du sien. « Avez-vous trouvé quelque chose sur lui qui n'était pas une arme » Sophia eut la bouche sèche. « C'était ça, la seule question. »« Je... » commença-t-elle. « Réfléchissez bien, murmura Miller. « Le parjure est un crime. La trahison est passible de la peine de mort. Vous a-t-il donné la clé USB ?» L'air dans le couloir semblait vibrer de tension. Sophia sentit les carreaux de céramique froid du mur appuyés contre son dos. L'agent Miller était si proche qu'elle pouvait compter les pores de son nez. Son haleine sentait le café rassis et quelque chose de métallique, comme de vieilles pièces de monnaie. « Je vous ai posé une question, Sophia, » répéta Miller, sa voix baissant d'une octave. « Vous a-t-il donné la clé USB ?» L'esprit de Sophia tournait à toute vitesse. Si elle répondait oui, elle livrait le seul moyen de pression dont disposait l'homme mourant et signait peut-être son propre arrêt de mort. Si elle répondait non et qu'il le trouvait, elle était fichue. Mais en regardant dans les yeux bruns sans vie de Miller, elle comprit quelque chose de terrifiant. Peu importait qu'elle le lui ait donné ou non. S'il avait obtenu ce qu'il voulait, il n'aurait aucune raison de laisser des traces. « Je vous l'ai dit, » dit Sophia en s'efforçant de garder une voix calme, même si ses genoux tremblaient. « J'ai découpé ses vêtements. Je l'ai lavé. J'ai trouvé un paquet de chewing-gum et un briquet. C'est tout. S'il y avait une clé USB, elle est peut-être tombée dans l'ambulance. Ou peut-être l'a-t-il laissée tomber dans la boue, là où vous l'avez trouvée. » Miller la fixa du regard. Le silence s'étira pendant 10 secondes interminables. Il leva la main, tendue vers son visage. Sophia tressaillit, se préparant à recevoir un coup. « Agent Miller. » Une voix tonitruante résonna dans le couloir. Miller se figea, la main à quelques centimètres de la joue de Sophia. Il tourna lentement la tête. Le docteur Holloway fonçait dans le couloir, sa blouse de laboratoire flottant derrière lui comme une cape. Il avait l'air furieux. Derrière lui se tenaient 2 agents de sécurité de l'hôpital, Paul et Dave. C'étaient des policiers à la retraite, bedonnants et fatigués, mais ils avaient les mains sur leur ceinture. « Qu'est-ce que vous faites, bon sang ?» demanda Holloway en s'arrêtant à un mètre de Miller. « C'est mon infirmière. Vous ne mettez pas mon personnel au pied du mur. Vous ne touchez pas à mon personnel. » Miller se redressa, lissant sa veste de costume. Son masque de civilité se remit en place, mais son regard resta froid. « Dr. Holloway, nous étions juste en train de faire le point sur les effets personnels des patients. C'est une question de sécurité nationale. » « Je me fiche que ce soit une question de seconde venue, » cracha Holloway en s'interposant entre Miller et Sophia. « C'est un hôpital ici. Nous sauvons des vies. Nous n'interrogeons pas le personnel dans le couloir à 3 heures du matin. Sophia, ça va? » Sophia acquiesça, expirant un souffle qu'elle ne savait pas retenir. « Je vais bien, docteur. Retournez au poste des infirmières, » ordonna Holloway, sans quitter Miller des yeux. « Vérifiez la fiche d'urgence. Mais allez-y, » dit Holloway d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. Sophia se faufila entre Miller et lui, en prenant soin de ne pas l'effleurer. En s'éloignant, elle entendit la voix de Holloway se réduire à un murmure menaçant. « Que les choses soient claires, agent.
J'ai appelé l'administrateur de l'hôpital et le responsable des relations avec la police de Norfolk. Si vous perturbez à nouveau mon service des urgences, je vous ferai expulser. Insigne fédéral ou pas, ricana Miller d'un ton sec et sans humour. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe ici, docteur. Mais pour votre bien, je respecterai votre territoire. Pour l'instant, Sophia atteignit le poste des infirmières et s'effondra sur une chaise. Ses mains tremblaient tellement qu'elle ne pouvait pas taper. Elle regarda le reflet dans le moniteur. Miller et Wolfe se retirèrent vers la salle d'attente, établissant un périmètre. Ils ne partaient pas, ils se regroupaient simplement. Elle regarda les dalles du plafond au-dessus des toilettes au bout du couloir. La puce était toujours là. Bip, bip, bip. Le moniteur de la salle de traumatologie 4 s'accéléra. Sophia bondit. Le saut, elle se précipita dans la pièce. Le rideau était tiré, cachant le lit depuis le couloir. Jack Reynolds était réveillé. Il ne bougeait pas beaucoup. L'anesthésie et la perte de sang y avaient veillé. Mais ses yeux étaient ouverts. Il balayait la pièce, passant de la porte à la fenêtre, puis à la bouche d'aération au plafond. Lorsque Sophia entra, son regard se fixa sur elle comme un laser. « Vous » dit-il d'une voix rauque. Sa voix n'était qu'un murmure. Sophia s'approcha de lui et vérifia la perfusion. « Vous devez rester immobile. Vous avez perdu beaucoup de sang. Je m'appelle Sophia. Je suis votre infirmière. » « Les costumes, murmura Reynolds, ignorant son conseil. « Ils sont dehors? » « 2 d'entre eux, murmura Sophia en se penchant vers lui pour que sa voix ne porte pas. L'agent Miller et l'agent Wolfe, ils ont dit qu'ils étaient du FBI. Reynolds eut un rire amer et sec qui se transforma en quinte de tout. Il grimaça en serrant son flanc bandé. « Le FBI, c'est ça? »« Ils m'ont montré leur badge, dit Sophia. On peut acheter des badges sur Internet, rétorqua Reynolds. Écoute-moi. Ils ne sont pas du bureau, ce sont des entrepreneurs privés. Black Budget. Ils travaillent pour une société appelée Chimera Solutions. Chimera. Sophia se souvint du mot qu'il avait prononcé avant de s'évanouir. « Que veulent-ils? Moi? Mort, dit Reynolds. Et la clé USB, tu l'as fait? Elle est en sécurité, dit rapidement Sophia. Je l'ai cachée. Ils ne l'ont pas trouvée. Reynolds ferma les yeux pendant une seconde. Un soulagement envahit son visage meurtri. Brave fille, intelligente. Il rouvrit les yeux. Tu dois partir d'ici. Dès qu'ils se rendront compte que je suis réveillé ou qu'ils comprendront que tu n'as pas la clé USB, ils nettoieront les lieux. Nettoyer les lieux? Demanda Sophia, une peur glaciale lui nouant l'estomac. Tu veux dire qu'il ne doit y avoir aucun témoin? Reynolds a dit que cette clé USB contenait la preuve que Chimera vendait des informations confidentielles de la marine à des acheteurs étrangers. Si cela venait à se savoir, la moitié du Pentagone irait en prison. L'autre moitié serait exécutée. Sophia le fixa du regard. C'était fou. Elle était une infirmière de Virginie qui aimait la randonnée et faire du pain au levain. Elle n'était pas une espionne. Elle n'était pas Jason Bourne. « Je peux appeler la police, dit Sophia. « Ils contrôlent la police, dit Reynolds, ou du moins ceux qui comptent. Miller fera boucler tout cet étage dans 10 minutes. Brouillage des communications, pas de réseau cellulaire, pas de ligne fixe. » Sophia porta instinctivement la main à sa poche pour vérifier son téléphone. Elle le sortit. Pas de réseau. « Oh mon Dieu, murmura-t-elle. »« Ça a commencé, dit Reynolds. Il essaya de s'asseoir, le front couvert de sueur. Y a-t-il une sortie à l'arrière? Un ascenseur de service? Un vide-linge? Il y a un monte-charge dans le couloir arrière, dit Sophia. Mais vous ne pouvez pas marcher. Vous avez 3 blessures par balle et vous venez de subir une opération. Je marcherai ou je mourrai, dit Reynolds. Et toi aussi. Soudain, les lumières des urgences clignotèrent. 1 fois, 2 fois. Puis les plafonniers s'éteignirent, plongeant la pièce dans la semi-obscurité. Seules les lumières rouges d'urgence et les écrans lumineux restaient allumés. « Coupure de courant », murmura Reynolds. « Ils arrivent pour finir le travail. » Sophia sentit une vague de panique l'envahir, mais quelque chose d'autre prit le dessus sur la colère. C'était elle. C'était un de ses patients. « Le docteur Holloway est dehors », dit Sophia. « Et les agences de sécurité, 2 gros flics et un médecin contre une équipe de tueurs. » Reynolds secoua la tête. « Il nous faut une arme. » Sophia regarda autour d'elle. Des scalpels, des ciseaux, rien qui puisse arrêter un homme armé. « Je n'ai pas d'arme, dit Sophia. « Improvise, grogna Reynolds. Sophia regarda la bouteille d'oxygène puis le défibrillateur. « D'accord, dit-elle d'une voix tremblante, mais déterminée.
J'ai une idée, mais je dois te mettre dans un fauteuil roulant. Elle déverrouilla les roues du lit. Ça va faire mal. J'ai connu pire, maintit Reynolds. Alors qu'elle l'aidait à s'asseoir, les doubles portes des urgences s'ouvrirent brusquement. Pas les portes principales, mais les portes latérales menant à la zone des ambulances. Des coups de feu silencieux. Thip, flip. Sophia se figea. Elle entendit un corps heurter le sol. Bouge, siffla Reynolds. Sophia attrapa un fauteuil roulant dans le coin et rabattit les repose-pieds. Elle passa ses bras sous les aisselles de Reynolds. Il était lourd, un poids de mort, mais l'adrénaline lui donna une force qu'elle ne se savait pas posséder. Elle le tira hors du lit. Il étouffa un cri lorsque ses pieds touchèrent le sol, son visage devenant gris. Dans le fauteuil, ordonna-t-elle. Il s'effondra dessus, serrant son abdomen. Retourne dans le couloir. Sophia attrapa les poignets et poussa. Elle ne se dirigea pas vers le couloir principal où se trouvaient Holloway et les gardes. Elle savait avec une certitude écœurante que le bruit sourd qu'elle avait entendu était celui de Paul ou Dave tombant sur le linoléum. Elle dirigea le fauteuil roulant vers le placard à fournitures situé à l'arrière de la salle de traumatologie. Il était relié au couloir des fournitures stériles, un passage étroit utilisé pour réapprovisionner les bandages et les solutions salines. Alors qu'elle poussait la porte battante, les urgences derrière eux sombrèrent dans le chaos. Elle entendit des cris. La voix du docteur Holloway fut coupée par le crépitement d'un taser. « N'arrêtez pas !» grogna Reynolds. Ils s'engagèrent dans le couloir des fournitures faiblement éclairées. Des rangées d'étagères s'élevaient de chaque côté, remplies de boîtes de gaz et de seringues. C'était un labyrinthe d'ombre. Sophia se dirigea vers le fond, où se trouvait le monte-charge. Mais alors qu'il tournait au coin, une silhouette sortit de l'ombre. Sophia freina brusquement, manquant de faire basculer Reynolds de son fauteuil. Ce n'était pas Miller. Ce n'était pas Wolfe. C'était Thomas, le concierge de nuit. Thomas était un homme peu loquace. Il avait une 60aine d'années, le dos voûté et les cheveux gris qui ressemblaient à de la laine d'acier. Il passait ses nuits à polir les sols jusqu'à ce qu'il brille comme un miroir, en écoutant du rock classique sur un vieux lecteur MP3. Thomas tenait un seau à balai dans une main. Dans l'autre, il tenait un Glock 19. Sophia eut le souffle coupé. Thomas. Thomas regarda Sophia, puis l'homme ensanglanté dans le fauteuil roulant. Il n'avait pas l'air surpris. Il avait l'air résigné. « Mademoiselle Bennett, » dit Thomas d'une voix rauque mais calme, « je pense que vous avez choisi un mauvais chevalier pour faire des heures supplémentaires. »« Thomas, pourquoi avez-vous une arme ?» balbutia Sophia. « Je l'ai prise au type près des distributeurs automatiques, » répondit Thomas d'un ton désinvolte en pointant son pouce derrière lui. Un jeune homme, les cheveux rasés. Il ne m'a pas vu arriver. Difficile d'entendre un concierge quand on est trop occupé à parler à sa radio. Reynolds leva les yeux vers Thomas, les yeux plissés. « Tu t'es occupé de lui, » lui a dit Thomas. « J'étais dans les forces spéciales au Vietnam en 68. » Il regarda le tatouage de Reynolds, visible sous la blouse d'hôpital. « SEAL Team 4. » Reynolds grogna. « La marine. » Thomas ricana doucement. « Eh bien, personne n'est parfait. » Il glissa le pistolet dans sa ceinture et attrapa la poignée du seau à balai. « Ils ont bloqué les sorties, mademoiselle Bennett. 2 à l'avant, 1 à la baie des ambulances. Et celui qui est tombé dans le costume, Miller. Il est au poste des infirmières, en train de pirater le système informatique. Il cherche la clé USB, demanda Sophia. Celle qui était dans le plafond de la salle de bain, demanda Thomas. Sophia resta bouche bée. Comment avez-vous? J'ai nettoyé les toilettes, mademoiselle Bennett, dit Thomas avec un léger sourire. Je vois tout. La dalle était de travers. Je l'ai remise en place. J'ai mis la clé USB dans ma poche. Il fouilla dans sa combinaison grise et en sortit la clé USB noire. Je me suis dit que si tu grimpais sur les toilettes pour la cacher, c'était important. Donne-la-moi, dit Reynolds en tendant la main. Thomas secoua la tête. Sans vouloir t'offenser, fiston, mais on dirait que tu vas t'évanouir. Mademoiselle Bennett est la seule à avoir les jambes qui fonctionnent. Il tendit la clé USB à Sophia. Garde-la. Nous devons monter sur le toit, dit Reynolds. Si nous arrivons sur le toit, je pourrais envoyer un signal. Oh, j'ai un transpondeur dans le talon de ma botte. La portée est courte, mais si nous sommes assez hauts, il pourra peut-être atteindre le réseau de la marine à la base. Les ascenseurs sont bloqués, dit Sophia. Miller les a arrêtés. Les escaliers,
dit Thomas. Mais Wolf rôde dans la cage d'escalier. Je l'ai entendu à la radio du cadavre. Nous devons nous frayer un chemin jusqu'en haut, dit Reynolds. Il regarda le pistolet à la ceinture de Thomas. Donne-moi ton arme. Thomas tendit le Glock au Navy SEAL. Reynolds vérifia la chambre. Une balle dans le canon, 15 dans le chargeur. J'ai un plan, dit soudain Sophia. Elle regarda les étagères autour d'eux. Thomas, avons-nous de l'ammoniac dans le placard à produits d'entretien? Des litres, répondit Thomas. Et nous avons de l'eau de Javel ici, dans la réserve, dit Sophia. Sa formation en chimie lui revint en mémoire. Du chlore gazeux, dit-elle à Reynolds, qui la regarda, impressionné. Du gaz moutarde, dégoûtant. Ça dégagera le couloir, dit Sophia. Créons une diversion. Allons-y, dit Thomas. 5 minutes plus tard, le couloir stérile était calme. Sophia poussa Reynolds vers la lourde porte coupe-feu qui menait à la cage d'escalier centrale. Thomas se tenait près de la porte, 2 seaux en plastique à la main. Il avait mélangé les produits chimiques dans des récipients séparés, prêts à être combinés. « Prête », murmura Sophia. « Ouvre », dit Reynolds en levant son arme. Thomas poussa la porte. La cage d'escalier était en béton et froide. Des bruits de pas résonnèrent au-dessus d'eux. Des bottes lourdes descendaient rapidement. « La cible descend !» cria Reynolds. L'agent Wolf apparut sur le palier au-dessus, un pistolet mitrailleur silencieux à la main. Il les vit et leva son arme. Reynolds tira. Bang! Bang! Les coups de feu étaient assourdissants dans cet espace confiné. Reynolds vit ça juste malgré ses blessures. Une balle ricocha sur la rampe. L'autre atteignit Wolf à l'épaule. L'agent grogna et se retourna derrière le mur de béton. « Maintenant, Thomas !» cria Sophia. Thomas jeta le contenu d'un seau dans l'autre, puis donna un coup de pied dans le mélange pour le faire rouler dans les escaliers vers le palier. Un épais nuage de gaz blanc jaillit instantanément, sifflant comme un serpent. « Les masques !» hurla Sophia en remontant sa blouse chirurgicale sur son nez et sa bouche. Le gaz se propageait rapidement. Depuis le palier au-dessus, ils entendirent Wolf tousser, une toux violente et convulsive. Le gaz lui brûlait les poumons et l'aveuglait. « Allez, allez, allez !» rugit Reynolds. Sophia poussa le fauteuil roulant dans la cage d'escalier, contournant le nuage de gaz en restant baissé, et commença à hisser le fauteuil dans les escaliers. « Non, ça ne marchera pas. Je dois marcher, » dit Reynolds en serrant les dents. Il se hissa hors du fauteuil en s'aidant de la rampe. Du sang frais maculait ses bandages. « Appuie-toi sur moi, » dit Thomas en saisissant le bras valide du SEAL. Ensemble, le vieux vétéran du Vietnam et le SEAL blessé entamèrent la pénible ascension des escaliers, laissant derrière eux le nuage de gaz chimique. Sophia ouvrait la marche, tenant le lourd extincteur qu'elle avait arraché du mur. Ils atteignirent le 3e étage, puis le 4e. L'accès au toit se trouvait au 5e. Alors qu'ils atteignaient le dernier palier, la porte du toit s'ouvrit brusquement. Ce n'était pas Wolf. Il était hors d'état de nuire à cause du gaz en bas. C'était Miller. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, encadré par la pluie et le ciel nocturne. Il tenait un pistolet pointé sur la poitrine de Sophia. Il n'avait plus l'air parfaitement habillé. Sa cravate était défaite et il semblait agacé. « C'est la fin, » dit Miller. « Infirmière Bennett, donnez-moi la clé USB ou le vieil homme mourra en premier. » Il dirigea son arme vers Thomas. Sophia se figea. Elle se trouvait 5 marches en dessous de lui. Reynolds était affalé contre le mur, haletant, le pistolet dans sa main pendante. Il n'avait pas l'angle nécessaire pour tirer sans toucher Sophia. « Je l'ai, » dit Sophia en fouillant dans sa poche. Elle a sorti la clé USB. « Lancez-le, » ordonna Miller. Sophia regarda la clé USB, puis Miller. « Vous allez nous tuer de toute façon, » dit Sophia. « Probablement, » admit Miller. « Mais si vous me le donnez, je ferai vite. Si vous ne le faites pas, je prendrai mon temps avec vous. » Sophia regarda Reynolds. Il fit un petit signe de tête, vers le bas. Sophia ne lança pas la clé USB. Elle tomba à genoux. Bang! Miller tira. La balle siffla au-dessus de la tête de Sophia, là où elle se tenait une milliseconde auparavant. Simultanément, Reynolds leva son arme et tira depuis la hanche. La balle toucha Miller à la jambe. Il se plia en deux en hurlant, mais ne lâcha pas son arme. Il la leva à nouveau, visant Sophia allongée au sol. Soudain, un bruit métallique retentit. Les yeux de Miller se gonflèrent. Il bascula en avant, dévalant les escaliers, et atterrit en tas aux pieds de Sophia.
Debout dans l'embrasure de la porte menant au toit, tenant une énorme clé à pipe ruisselante de pluie, se tenait une silhouette. C'était Greg, l'infirmier de la réception. Il était trempé, tremblait et semblait terrifié. Je suis venu faire une pause cigarette sur le toit, balbutia Greg en regardant Miller inconscient. J'ai entendu des cris. Sophia regarda Greg, puis la clé à pipe, puis l'agent fédéral inconscient. Joli coup, Greg, murmura-t-elle. Je crois que je l'ai tué, queena Greg. Il respire, dit Thomas en vérifiant le pouls de Miller. Attache-le. Utilise sa cravate. Reynolds toussa, crachant du sang. La botte du transpondeur. Sophia se précipita vers Reynolds. Elle attrapa sa botte. Elle trouva le talon et le tordit comme il le lui avait demandé. Une petite lumière rouge se mit à clignoter. Le signal est éteint, murmura Reynolds. Maintenant, nous attendons. Ils s'assirent là sur le béton froid de la cage d'escalier. Une infirmière débutante, un agent des forces spéciales mourant, un concierge vétéran du Vietnam et une réceptionniste terrifiée, écoutant la pluie. Mais la nuit n'était pas terminée. La radio de Miller, accrochée à sa ceinture, se mit à grésiller. Miller, ici le commandement. L'équipe de nettoyage arrive dans 2 minutes. Heure d'arrivée prévue pour le nettoyage. 2 minutes. Ne laissez aucun survivant. Sophia regarda Reynolds. L'équipe de nettoyage. Le visage de Reynolds était sombre. Ce n'étaient pas les renforts. C'étaient les exterminateurs. Nous avons 2 minutes avant qu'un hélicoptère ne fasse sauter ce toit. Sophia se leva. Elle regarda son équipe. Nous n'attendrons pas, dit Sophia. Nous nous battrons. La pluie sur le toit du centre médical Saint-Jude n'était plus seulement de la pluie. C'était un déluge, un rideau d'eau qui transformait le monde en une tache grise et scintillante. Le vent hurlait autour des unités de climatisation et du boîtier en béton de la porte d'accès à la cage d'escalier. Sophia se précipita la première sur le toit, en restant baissée. L'héliport, habituellement réservé aux hélicoptères médicaux, était vide. Un cercle noir peint d'un H blanc brillait sous la pluie battante. « Éloignez-vous de la porte !» Reynolds cria derrière elle, d'une voix faible mais autoritaire. Thomas et Greg traînèrent le phoque dehors dans la tempête. Reynolds s'affaiblissait rapidement. L'adrénaline qui lui avait permis de monter 5 étages s'épuisait, laissant place à la froide réalité du choc hypoalmique. Sa peau avait la couleur d'un vieux parchemin. « Où allons-nous » hurla Greg pour couvrir le bruit du vent. Il serrait toujours la clé à pipe, les jointures blanchies, derrière les refroidisseurs. Thomas désigna une rangée d'énormes climatiseurs industriels à environ 30 mètres, de l'acier massif. Ça arrêtera les balles. Ils se précipitèrent sur le toit de gravier glissant. Sophia glissa, s'écorchant le genou, mais se releva aussitôt. Ils se jetèrent derrière le boîtier métallique des climatiseurs juste au moment où le bruit arriva. Ce n'était pas le wap-wap rythmique d'un hélicoptère de presse ou d'un hélicoptère médical. C'était un grondement mécanique grave qui faisait vibrer leurs dents. Un hélicoptère s'éleva du bord du bâtiment comme un léviathan sombre. Il était noir mat, pas de lumière, pas de marquage, une silhouette fantomatique se découpant sur le ciel orageux. C'était un petit oiseau MH6 modifié pour la guerre urbaine. Sur le côté, monté sur un rail, un minigun tournait en émettant un sifflement aigu. « Baissez-vous » hurla Reynolds en plaquant Sophia dans le gravier. Petite, le bruit ressemblait à celui d'une toile qui se déchire. Une traînée lumineuse déchira la nuit, rongeant le rebord en béton du toit et déchiquetant la porte de la cage d'escalier qu'il venait de quitter. Des morceaux de ciment et de métal giclèrent partout. « Ils n'atterrissent pas » cria Sophia en se couvrant la tête. « Ils nous mitraillent. Ils veulent nous ensevelir sous les décombres. » Reynolds haleta, vérifiant son Glock volé. « Je ne peux pas toucher un pilote d'ici avec un pistolet. Pas avec ce vent. » L'hélicoptère vira, tournant en rond pour un autre passage. Le courant descendant souleva un jet d'eau aveuglant. « Nous devons le faire tomber, » dit Thomas, le visage sombre. Il regarda l'énorme climatiseur derrière lequel il se cachait. « Mademoiselle Bennett, ces appareils fonctionnent avec des circuits à haute tension, n'est-ce pas? »« Oui, » acquiesça Sophia. « 480 volts et ils ont ces gros ventilateurs à condensateur sur le dessus, » dit Thomas en montrant les pales qui tournaient au-dessus d'eux. « Alors » demanda Greg en frissonnant. « Alors » dit Thomas en sortant une lourde bobine de fil de cuivre de sa ceinture à outils qu'il semblait emporter partout avec lui.
Si nous pouvons accrocher le rotor ou aveugler le pilote. J'ai une meilleure idée, dit Sophia en scrutant le toit. La conduite d'oxygène, dit-elle en montrant un ensemble de tuyaux peints en vert vif qui longeaient le parapet, l'alimentation centrale en oxygène de l'hôpital. L'une des soupapes de décharge se trouvait juste à côté de l'héliport. Si nous rompons cette soupape lorsque l'hélicoptère se trouve au-dessus, dit Sophia avant de s'interrompre. L'oxygène ne brûle pas, Sophia, objecta Greg. Il accélère simplement la combustion. Exactement, dit Sophia. Elle regarda Reynolds. Tu as une arme. L'hélicoptère a des gaz d'échappement chaud. Si nous inondons l'admission d'air avec de l'oxygène pur, le moteur s'emballera, conclut Reynolds. Un sourire sauvage apparut sur son visage ensanglanté, où le compresseur calera. Il tombera comme une pierre. Il revient, cria Thomas. Le petit oiseau se stabilisait, le nez plongeant pour une attaque meurtrière. Le pilote les alignait. Greg, Thomas, détournez son attention, ordonna Reynolds. Gardez-le concentré sur la gauche. Tu veux que je fasse quoi, queena Greg? Agite juste les bras et fais semblant d'être une cible, hurla Thomas en attrapant Greg par le col et en le traînant vers l'extrémité de l'unité de climatisation. Thomas sortit de sa poche un feu de signalisation qu'il gardait pour vérifier les conduits d'aération sombre et l'alluma. La lumière rouge du magnésium s'alluma dans un sifflement aveuglant dans l'obscurité. Il le jeta sur le toit ouvert, loin de leur abri. Le pilote de l'hélicoptère mordit à l'hameçon. Le nez de l'hélicoptère pivota vers la fusée. Maintenant, hurla Reynolds. Sophia, quel tuyau? Le verre avec la roue rouge. La valve. Sophia désigna l'endroit. Il se trouvait à 6 mètres, à découvert. Reynolds leva le Glock. Ses mains tremblaient. Il appuya son poignet sur le climatiseur. Il prit une inspiration, retint son souffle et appuya sur la détente. Bang! Raté! Des étincelles jaillirent du béton. Restez calme, murmura Reynolds. Le minigun se remit à tourner. Wine! Bang! La valve explosa. Un jet d'oxygène sous pression, invisible mais incroyablement bruyant, jaillit du tuyau, filant droit dans les airs, directement dans la trajectoire de vol de l'hélicoptère en vol stationnaire. L'hélicoptère vola droit dans le panache. L'admission du moteur aspira l'oxygène pur. La réaction fut instantanée. Le moteur à turbine, conçu pour un rapport air/carburant spécifique, s'embrassa soudainement. Un énorme boom retentit lorsque le moteur pétarada violemment. Des flammes de 3 mètres de long jaillirent en des orifices d'échappement. Le régime du rotor monta en flèche de manière incontrôlable, puis cala. Le bruit du moteur se transforma en un grincement métallique déchirant. L'hélicoptère tangoua sur le côté, perdant de la portance. Le rotor de queue heurta le bord du parapet. Craquement. L'appareil tourna sur lui-même et s'écrasa sur l'héliport. Il n'explosa pas comme dans un film, mais heurta le sol avec la force d'un accident de voiture. Les rotors se brisèrent, projetant des éclats mortels dans toutes les directions. Le fuselage gémit et bascula sur le côté, glissant vers le bord du toit. Il vacilla pendant une seconde, puis s'arrêta, retenu par le filet de sécurité. Le silence revint sur le toit, à l'exception de la pluie et du sifflement du tuyau d'oxygène cassé. « On les a eus ?» demanda Greg en jetant un œil par-dessus le climatiseur. « Vérifiez les tirs », répondit Reynolds d'une voix rauque. « Restez baissés. » La porte latérale de l'hélicoptère accidenté s'ouvrit d'un coup de pied. Un homme vêtu d'une tenue tactique noire en sortit en rampant. Il était étourdi, saignait à la tête, mais tenait toujours une carabine. Il leva les yeux et les vit. Il leva son arme. Reynolds essaya de lever le sien, mais il n'en avait plus la force. Le fusil glissa entre ses doigts. Sophia, court. L'homme sur l'épave pointa son fusil sur Sophia. Puis un point rouge apparut sur la poitrine de l'homme. Puis un autre sur sa tête. Une douzaine de points rouges dansaient alors sur l'épave de l'hélicoptère et le gilet tactique de l'homme. Une voix amplifiée par un haut-parleur retentit dans le ciel, couvrant le bruit de la tempête. « Marine américaine, lâchez vos armes. Lâchez-les immédiatement. » Sophia leva les yeux. 2 énormes hélicoptères MH-60 Seahawk planaient au-dessus des nuages orageux, descendant comme des anges vengeurs. Les projecteurs s'allumèrent, baignant le toit d'une lumière blanche aveuglante. L'homme sur l'épave hésita. Thip. Un seul tir d'un sniper à bord du Seahawk de tête l'atteignit à l'épaule. Il lâcha son fusil et s'effondra.
Des cordes descendirent des Seahawks. Des hommes en tenue de combat complète, de vrais Navy SEALs cette fois-ci, descendirent rapidement sur le toit avec une précision fluide. Ils se déplaçaient comme de l'eau entourant l'épave, entourant Sophia et son équipe. Les mains, montrez-moi vos mains. Jamais. L'opérateur en chef cria, s'avançant vers eux. Sophia leva les mains. Thomas fit de même. Greg lâcha la clé. Reynolds ne bougea pas. Il était affalé contre le boîtier métallique. Ses yeux étaient fermés. Officier à terre. Sophia cria, pointant Reynolds du doigt. C'est un SEAL. C'est le commandant Reynolds. Il a besoin d'aide. L'opérateur en chef les rejoignit. Il regarda le visage de Reynolds, puis le tatouage sur son épaule. Il tapota son casque. Commandement. Ici Bravo 1. Nous avons le colis. Le colis est critique. Je répète, le colis est critique. Nous avons besoin d'un médecin immédiatement. Il regarda Sophia à travers ses lunettes de vision nocturne. Ses yeux étaient humains, inquiets. C'est vous qui l'avez maintenu en vie? Oui, sanglota Sophia, l'adrénaline finissant par retomber. Je suis infirmière. Bon travail, dit l'opérateur. Nous prenons le relais. Le vol vers la base navale de Norfolk fut un mélange confus de bruits de rotors et d'épuisement. Sophia, Thomas et Greg se blottirent à l'arrière du Seahawk, enveloppés dans des couvertures en laine, regardant les lumières de la ville baignées par la pluie défiler sous leurs yeux. Ils n'étaient pas arrêtés, mais ils étaient clairement détenus. Ils furent conduits dans une salle de briefing insonorisée et sans fenêtre, située au fond d'un bâtiment qui n'apparaissait pas sur le GPS. 2 personnes les attendaient. Une femme au regard perçant en tailleur, présentée comme l'agent Baxter du NCIS, et un homme en uniforme blanc qui respirait l'autorité. Le vice-amiral Harrison. Le commandant Reynolds est en chirurgie à Portsmouth Naval, déclara immédiatement Harrison, anticipant la question qui brûlait dans les yeux de Sophia. Son état est critique, mais les chirurgiens disent qu'il est trop têtu pour mourir. Il s'en sortira. Sophia laissa échapper un soupir qu'elle avait retenu pendant 3 heures. Nous avons arrêté l'agent Miller, ajouta l'agent Baxter d'une voix sèche et déficiente. Cependant, Chimera Solutions est déjà en train de monter un scénario. Ils prétendent que Reynolds s'est rebellé, qu'il a volé des données classifiées pour les vendre au marché noir et qu'ils sont les patriotes qui tentent de les récupérer. L'amiral se pencha en avant, les mains jointes sur la table en acajou. Sans la clé USB, Mademoiselle Bennett, c'est la parole d'un homme condamné contre celle d'un fournisseur de l'armée pesant plusieurs milliards de dollars. Nous avons besoin de preuves. Sophia hésita. Elle regarda Thomas, le vieux concierge, débarrassé de la suie, mais toujours vêtu de sa combinaison, qui lui fit un signe de tête à peine perceptible. Sophia fouilla dans sa poche et en sortit la petite clé USB noire gravée d'une chimère argentée. Elle le posa sur la table, mais lorsque Baxter tendit la main pour le prendre, Sophia abattit sa main sur le périphérique. « Attendez !» dit Sophia d'une voix tremblante mais provocante. Miller avait un badge. Wolf avait un badge. Comment savoir si vous n'êtes pas avec eux? Comment savoir si vous n'allez pas simplement détruire ça? La pièce devint silencieuse comme une tombe. Un garde-marin près de la porte bougea. Mais l'amiral Harrison ne se mit pas en colère. Un sourire lent et respectueux se dessina sur son visage. « Vous avez de bons instincts, mademoiselle Bennett, » dit Harrison. « Reynolds a fait le bon choix. » L'amiral fouilla dans sa tunique et fit glisser un objet lourd et dentelé sur la table. C'était une pièce de défi. Elle portait exactement le même motif de trident que le tatouage sur le bras de Reynolds. « J'étais son commandant à Coronado, » dit Harrison doucement. « Je l'ai envoyé récupérer cette clé USB. C'est vers moi qu'il essayait de rentrer. » Sophia regarda la pièce, puis les yeux fatigués et honnêtes de l'amiral. Elle leva la main. Baxter brancha la clé USB dans un ordinateur portable renforcé. Quelques secondes plus tard, une fenêtre vidéo s'ouvrit. C'était une preuve irréfutable. Une vidéo de surveillance granuleuse montrait l'agent Miller et un général renégat vendant les plans des systèmes de missiles hypersoniques de la marine à un agent étranger. « Trahison », murmura Harrison, le visage durci par une froide fureur. « Appelez le juge-avocat général. Je veux que Chimera soit démantelé. Je veux que Miller soit à Leavenworth avant le lever du soleil. » Il se leva et regarda le groupe hétéroclite composé d'une infirmière, d'un concierge et d'une réceptionniste.
Vous trois avez rendu un service à votre pays ce soir que vous ne pouvez pas pleinement comprendre. La marine vous est redevable. 6 mois plus tard, le fils de Virginie se sentait différent, plus chaleureux, plus léger. Sophia était assise à une petite table de café près de la promenade, en train de siroter un café glacé. Elle ne portait pas de blouse. Elle portait une robe d'été et des sandales. St. Jude's faisait désormais partie de son passé. Le cirque médiatique qui avait suivi la fusillade entre gangs, empêchée grâce à une couverture sécuritaire, avait été trop accablant. À la place, elle avait dans son sac une lettre de recommandation d'un amiral 3 étoiles et une nouvelle lettre d'acceptation. École de médecine John Hopkins. Cette place est libre? Sophia leva les yeux. Debout, appuyé sur une canne, se tenait un homme en jean et t-shirt gris. Il boitait légèrement, mais le teint grisâtre de la mort avait disparu, remplacé par un bronzage sain. « Jack » souffla Sophia en se levant. « Je n'ai pas eu l'occasion de te remercier » dit Reynolds, les yeux bleus plissés au coin. « J'étais un peu occupé à saigner. »« Je te pardonne » sourit-elle en lui faisant signe de s'asseoir. « Comment vont les autres ?» Thomas est officiellement le chef de la sécurité du musée naval. Un travail agréable et tranquille derrière un bureau. « Et Greg » dit Reynolds en souriant et en secouant la tête. « Crois-le ou non, Greg s'est engagé dans la marine. Il est au camp d'entraînement. Il veut devenir pompier. Il dit que s'il sait manier une clé à pipe, il sait soigner une blessure. » Sophia rit, un rire sincère qui lui fit du bien. Reynolds fouilla dans sa poche et fit glisser un petit coffret en velours sur la table. L'amiral voulait organiser une cérémonie, mais il s'est dit que tu détesterais être le centre de l'attention. Il m'a demandé de te remettre ceci. À l'intérieur se trouvait la médaille du service civil. « Tu m'as sauvé la vie, Sophia, » dit Reynolds, baissant la voix pour murmurer sérieusement. « Mais plus que cela, tu as sauvé mon honneur. S'ils avaient pris cette route, je serais mort en traître. Tu m'as rendu la vérité. »« J'ai juste fait mon travail, » répondit Sophia. « Je suis infirmière. Nous sauvons des gens. » « Vous êtes plus qu'une infirmière, » dit Reynolds en regardant l'océan. « Vous avez tenu bon alors que le monde s'écroulait. Vous êtes une guerrière. » Ils restèrent assis là longtemps à regarder les vagues déferler. Le cauchemar était terminé. Les méchants étaient en prison. La pluie avait cessé. Et pour la première fois depuis longtemps, Sophia Bennett ne se sentait plus comme une débutante. Elle avait l'impression d'être exactement là où elle devait être. L'histoire de Sophia Bennett nous rappelle de manière terrifiante que l'héroïsme n'est pas seulement une question de force ou d'entraînement. Il s'agit de faire le bon choix lorsque le monde s'écroule autour de vous. Elle s'est interposée entre un homme mourant et un système corrompu, armé uniquement d'un fauteuil roulant et de sa conscience. La seule question que le FBI lui a posée avait pour but de mettre fin à sa vie. Au lieu de cela, elle en a commencé une nouvelle. Si cette histoire vous a tenu en haleine, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une histoire vraie de survie. Et dites-moi dans les commentaires, si vous étiez à la place de Sophia, auriez-vous remis le disque dur? Prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine histoire.